Bonsoir à tous et bienvenue. Le constat est sans appel. 820 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Avec ce paradoxe, ce sont les petits producteurs agricoles qui sont les plus touchés alors qu'ils sont essentiels à la sécurité alimentaire de leur pays. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François a fait résonner en 2015 dans le monde entier le cri de la terre victime de l'exploitation abusive de ses ressources par l'homme. Il nous invite à une véritable conversion écologique en imaginant des nouvelles manières de produire et de consommer. Et l'enjeu est de taille, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Et l'un des moyens, c'est l'agroécologie, une agriculture respectueuse de l'environnement et des hommes. Ce modèle agricole est-il la solution pour éradiquer la faim dans le monde et préserver la planète ? Comment les chrétiens doivent-ils agir dans cette transition écologique ? Au cœur du carême, le CCFD Terre Solidaire vient nous partager son action menée sur le terrain avec ses partenaires. Nous en verrons un exemple au Rwanda. Précisons qu'en raison du coronavirus, les partenaires internationaux du CCFD Terre Solidaire qui devaient nous rejoindre sur ce plateau n'ont pas pu faire le voyage. On va donc retrouver 3 collaborateurs du CCFD Terre Solidaire avec nous. Jessica Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de mission Sahel. À vos côtés, face à vous plutôt, Jean-Baptiste Cousin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur partenariat international du CCFD Terre Solidaire. On va également retrouver le père Alain Paillard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire général de la commission Justice et Paix France, également directeur adjoint du service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France. Et puis vous avez une autre casquette, vous êtes bibliste. Tout à fait. Donc ce qui va aussi nous éclairer dans notre réflexion ce soir. J'ai une première question pour vous, Père. On sait que le CCFD Terre Solidaire est très attentif à l'application de Laudato Si sur l'agroécologie. Voilà. Et les chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés à être attentifs à ce mode de culture ? Le pape essaye de nous faire élargir nos horizons. On a souvent eu une vision un peu trop anthropocentrée. Et donc, il nous invite à regarder un peu plus large en disant que l'homme, il est inscrit au cœur de la création, au cœur d'une terre qui est faite pour être solidaire. C'est des terres solidaires. Et donc, c'est important parce que si on prend les textes bibliques et tous les textes qui nous viennent du monde chrétien, il y a une espèce d'idée que à la fin des temps, tout est récapitulé dans le Christ et offert à Dieu Père. Et quand on dit tout est récapitulé, c'est toute la création, c'est-à-dire pas seulement les hommes, quoi. Voilà, l'univers. Et on termine ce tour de table avec Alice Champsay, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes chargée de mission partenariat Maghreb. Alors avant de se plonger un petit peu dans la discussion, on va tout de suite découvrir avec vous un exemple d'agroécologie dans l'Afrique de l'Ouest, direction le Rwanda, dans la région des Grands Lacs, l'un des pays les plus densément peuplés du continent africain. Et l'agriculture y représente environ 30% du PIB. Et c'est sur ce secteur que s'est appuyé l'État pour redresser le pays après le génocide. Un agriculteur possède cependant en moyenne 0,7 hectares de terre, une surface insuffisante pour vivre correctement de la vente de ses récoltes. On regarde ce reportage de Sybille Delettre. Vedaste travaille pour l'association Accor. Ce matin, il encadre un groupe de paysans qui préparent un compost collectif. Dans cet atelier, l'idée c'est de faire comprendre aux agriculteurs qu'ils peuvent petit à petit se passer des engrais chimiques. C'est comme une sorte de recyclage. Ça aide à régénérer de façon naturelle le sol. Njinjira muri gahunda nabonye bimfitiye akamaro kuko nabonye Akoro yari nyigishije gukora ibimboteri. Accompagner les paysans pour développer l'agroécologie, voilà l'un des objectifs de l'association qui travaille pour assurer la sécurité alimentaire en zone rurale. Un défi de taille, car depuis plusieurs années, le Rwanda applique les principes de la Révolution verte, une politique agricole fondée sur l'intensification, pour passer d'une agriculture vivrière qui sert simplement à nourrir les paysans
à une culture commerciale à haut rendement destinée à l'exportation. Ce n'est pas du tout facile d'avoir une quantité, par exemple, de maïs sur une petite superficie, une quantité à vendre pour avoir de l'argent suffisant pour nourrir la famille toute l'année. L'association favorise donc la formation des paysans à ces nouvelles pratiques. Mais pas seulement. Ces cochons élevés par Joséphine ont été donnés par accord. Ils lui permettent d'avoir du fumier pour enrichir ses terres. Elle a depuis développé une petite activité de pépinière qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. buriya nkuramo na mituweli kuko iyo banguriye nk'iyo baje nka kampani nka hariya haruguru mu Gatovu njaga kubona kuko baguriraga nk'abaturage iyo baguriye abaturage njaga kubona nkabona bampaye nk'amafaranga nk'ibihumbi 15 bakampa nk'ibihumbi 10 n'andi tanga mituweli ubundi nkasigaye kuko njaga kubona nkabona baragarutse kagura imbuto y'ibirayi ngatera nkudusigaye tugahaha tukarya. Dans sa démarche, Accor s'appuie sur des partenaires locaux et ce qu'ils appellent des champions de l'agroécologie, des fermiers et modèles pour toute la communauté. Comme David, il a intégré ces gestes depuis des années, comme pour ses plans de pépinière, où il a mis en place une technique pour lutter contre le plastique. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko aka ari kamwe mu byangiza ibidukikije kandi mu rwego rw'ubukungu gatwara n'amafaranga menshi. Mu rufatiro rero kugira ngo tubungabunge ibidukikije twifashisha ibirere bikirere. L'action d'Accor se déploie dans 4 provinces du pays, mais ses locaux sont basés à Kigali, la capitale, car l'association œuvre également auprès des autorités centrales. Elle a construit un plaidoyer pour convaincre l'État d'intégrer plus l'agroécologie dans les politiques agricoles. C'est vrai que nous sommes dans un contexte justement d'intensification, d'utilisation massive des intrants synthétiques, semences, fertilisants, pesticides, etc., qui est en fait compréhensible puisqu'on veut augmenter la production pour nourrir une population croissante. Alors ce que nous, le message qu'on fait, c'est de dire, si on poursuit cette intensification, sans penser aux écosystèmes, sans penser à la biodiversité, on va tout droit au mur. Donc il n'y a pas de voie pour l'avenir. On dit qu'il faut intégrer les principes agroécologiques. L'association vient d'ailleurs de publier une étude pour montrer les bienfaits de ces pratiques. Une étape de plus dans les discussions avec les autorités pour se libérer de la dépendance aux engrais chimiques et surtout assurer la sécurité alimentaire. Car pour l'instant, la Révolution verte ne remplit pas ses promesses. Alors que 80% de la population vit de l'agriculture, au Rwanda, 37% des enfants de moins de 5 ans souffrent encore de malnutrition chronique. Alice Champsé, est-ce que la situation elle est comparable au Maghreb à ce que l'on vient de voir ici au Rwanda ? Il y a beaucoup de choses qui font écho. Après, il y a des choses qui sont différentes. Là, il est précisé dans le reportage que 80% de la population au Rwanda est rurale. C'est plus le cas dans les pays du Maghreb depuis longtemps. C'est quoi les proportions, justement, dans cette zone ? Algérie, on est à moins de 10%. Au Maroc, un peu moins de 40%. Et Tunisie, 15%. Donc voilà, l'agriculture, il y a moins de personnes qui vivent toujours de l'agriculture. Mais après, les enjeux sont exactement les mêmes. Comment inventer des modèles qui respectent l'environnement, qui assurent un revenu aux agriculteurs. Ça fait vraiment écho à ce qui se passe en Tunisie. Et aussi comment des associations comme Accor, mais comme nos partenaires aussi en Tunisie ou au Maroc, décident de mettre en place des alternatives et de former les paysans pour qu'ils puissent changer leurs pratiques. Jean-Baptiste Cousin, c'est un peu étonnant parce qu'on se dit, on entend le responsable Accor qui parle de ce plaidoyer, d'essayer d'alerter l'État sur le fait qu'on va dans le mur si on continue à utiliser des intrants, des pesticides, parce que ça appauvrit les sols. Mais les États, ils sont sourds ou quoi ? Les États, ils ne sont pas sourds, mais ils copient un modèle dominant qui est le modèle de l'industrialisation de l'agriculture, qui est un peu le domaine que nous, on a connu, qui nous a permis de nourrir notre population, d'exporter. Donc c'est ce modèle-là qui est un peu de manière
conscientes ou inconscientes dans toutes les têtes. Et puis les États, ils sont aussi sous la pression d'entreprises, de vendeurs d'intrants chimiques. Et donc, c'est pas facile, la politique agricole. Ben, bien sûr, il y a d'énormes lobbies, il y a d'énormes intérêts qui sont en jeu. Donc là, il y a une histoire de définition du modèle de la politique agricole. Mais vous savez, c'est un peu la discussion que l'on a en France aussi. Quelle agriculture on veut, quel paysan on veut. Et le débat que l'on a actuellement en France, c'est un débat qui existe aussi dans ces pays-là, avec peut-être la différence qu'effectivement, c'est dans certains cas un tiers, 25% de la population, dans d'autres cas 75% de la population qui est concernée. Jessica Pascal, alors dans la zone sahélienne, on sait qu'il y a aussi des préoccupations sécuritaires évidemment importantes. On pense au Burkina Faso, au Mali. Est-ce que l'agriculture, ça peut rester une priorité, une préoccupation dans ce contexte ? Oui, tout à fait, parce que du coup, ça l'est, parce que c'est aussi ce qui donne les moyens de subsistance aux populations qui sont affectées par ces conflits, même si, bien entendu, ces conflits, ils complexifient beaucoup l'accès à la nourriture et donc ils aggravent énormément la situation alimentaire. Vous retrouvez des points communs avec ce qu'on a vu dans le reportage au Rwanda ? Oui, tout à fait. Comme au Maghreb, ça fait beaucoup écho à la situation des pays du Sahel. On retrouve vraiment cette question d'adaptation au changement climatique, les enjeux de la protection de l'environnement, et aussi de trouver des modèles agricoles qui prennent en compte les réalités et les attentes des paysans. Père Paillard, le pape il lie la crise environnementale à une crise sociale, à une crise humaine aussi. C'est pas forcément ce que les gens ont en tête, parce qu'il peut y avoir dans l'approche écologique juste l'idée de la protection de la terre, et pas forcément des plus fragiles. C'est quoi les résistances ? En fait, le pape, il commence l'encyclique Laudato Si en faisant une comparaison avec l'encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII. Et il dit, de même que Jean XXIII, devant la crise des missiles de Cuba, si vous vous rappelez, donc le risque d'anéantissement de la Terre par les bombes atomiques, devant ce risque-là, moi, Jean XXIII, j'écris cette encyclique Pacem in Terris, et pas que pour les chrétiens, pour les hommes, tous les hommes de bonne volonté. De même, moi, Pape François, vous faites la transposition, bien sûr, j'écris cette encyclique Laudato Si, parce que la crise écologique, elle met en cause l'avenir du monde, elle aussi, et donc je l'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Mais qui n'associe pas forcément l'humain avec protéger la nature. On n'entend pas forcément ce discours de protéger l'humanité, les personnes. Il y a l'idée de dire il faut mener de front plusieurs choses. Parce que pour le pape, c'est une encyclique sociale. Voilà. Et donc il faut mener plusieurs choses. D'une part, un développement intégral. D'autre part, une écologie intégrale. Et enfin, un désarmement intégral. Et il dit que tout ça passe par une conversion, de même que le pape Jean XXIII avait dit il faut se désarmer intérieurement. C'est par là que ça commence, par une démarche personnel déjà, se désarmer intérieurement. Le pape dit la conversion écologique, elle commence aussi dans le cœur de chacun. Voilà. Et donc, il y a cette idée que l'homme, il est au cœur de la création, mais comment vous dire ça ? Je crois qu'il y a un petit schéma que notre amie Elena Lassida décline facilement et que je trouve très, très parlant. Elle dit, si je veux résumer cette encyclique, tout est lié, nous dit le pape, mais aussi tout est donné, et tout est fragile. Et donc, parce que tout est lié, il faut une éthologie intégrale, et donc là, ça va reprendre tout ce que vous dites là sur l'agroécologie. Le tout est donné, c'est l'idée que c'est pas seulement la nature, mais la création. Dans son ensemble. Voilà, c'est quelque chose de plus profond. C'est un espèce de cadeau de Dieu que nous avons là. Et en tout cas, c'est la lecture chrétienne qu'on fait. Voilà. Et puis, le tout est fragile. On le voit bien à travers ce que vous avez déjà dit. L'idée du pape, c'est de dire que du coup, ça ne peut avancer ces choses-là qu'à travers le dialogue. Voilà. Et donc, voilà comment un peu l'ensemble est pensé. Avec l'humain au cœur. Alors, vous parlez de cette conversion écologique, justement, individuelle. Ça passe par quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi ?
Ça passe par beaucoup de choses. Elle n'est pas seulement individuelle, hein, on se comprend bien. Dans le cœur de chacun d'abord. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que notre pape, il veut pousser l'idée que nous nous sommes inscrits et nous nous sommes habitués, au moins nous les Occidentaux, dans des schémas de production et des schémas de consommation qui ne sont pas soutenables et qu'il faut qu'on commence par regarder sa propre production, sa propre consommation, comment nous produisons, comment nous consommons, et de commencer par regarder par là. Voilà. De manière très concrète. Oui. Alice Champsay, justement, nos modes de consommation, nous, occidentaux, on va dire, comment est-ce que ça impacte la vie des paysans, la vie dans ces pays-là, en particulier du Maghreb ? Je dirais que c'est moins... Enfin, c'est nos modes de consommation, mais qui sont liés à des politiques nationales au niveau européen et au niveau des pays du Maghreb. Parce que nous, on importe aussi mais de ces en pays-là. effet, on importe de ces pays-là, eux exportent et eux importent aussi beaucoup. Hein. Il y a parfois des aberrations, enfin, ce qui peut sembler être des aberrations. Par exemple, la Tunisie, c'est l'un des principaux exportateurs mondiaux d'huile d'olive. Et il y a eu toute une politique de développement de l'huile d'olive bio, donc qu'on retrouve, nous, dans nos supermarchés. Mais en fait, il y a plein de gens en Tunisie qui n'ont plus les moyens d'acheter de l'huile d'olive. Et la Tunisie importe de l'huile de soja, en fait. Et donc, il y a des gens qui sont obligés d'utiliser de l'huile de soja alors qu'ils produisent assez d'huile d'olive. Ouais. Ces aberrations-là, on les retrouve dans beaucoup de zones, Jean-Baptiste Cousin ? Oui, c'est la division internationale du travail au niveau du commerce, c'est-à-dire que les pays se spécialisent là où ils sont bons, et donc on a des pays qui exportent effectivement, mais qui ne sont plus maîtres de leur production, de leur sécurité agricole et donc de leur souveraineté agricole. Et ça, c'est terrible. Par exemple, dans les périodes actuelles où les échanges sont freinés, on voit bien que les pays qui reposent totalement sur l'extérieur, sur les échanges, sur le commerce, sont en grande précarité à moyen terme. Voilà, ce qui se passe avec le coronavirus a un impact très clairement sur ce que vivent les populations. Je ne sais pas encore pour le moment, mais ça risque d'avoir un impact à partir du moment où le système mondial qui est basé sur ces échanges et sur un atelier du monde qui est une spécialisation des pays par production, oui, ça risque de freiner les choses. Jessica Pascal, vous voyez vous aussi un petit peu ce type de paradoxe dans la zone sahélienne ? Oui, mais je pense que la question aussi des modes de consommation, elle se pose beaucoup dans ces pays-là même. On a quand même une population urbaine croissante et des modes de consommation qui s'harmonisent, qui se standardisent par rapport aux modes de consommation occidentaux. C'est en train de changer, d'accord. Et donc il y a des choses que les populations de ces pays-là consommaient et qu'on consomme de moins en moins. Donc c'est aussi un enjeu de retrouver dans ces pays-là une population consciente de cette perte de biodiversité, de la diversité alimentaire, et pour aussi soutenir les productions locales et la paysannerie locale. Et justement, on voyait dans le reportage cette prise de conscience par des paysans qui s'appuient aussi sur ce qu'ils appellent des champions de l'agroécologie, ces fermiers un peu modèles qui sont sur le terrain. Il y a ces prises de conscience-là aussi dans la zone sahélienne qu'il faut changer un peu ces pratiques. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, les paysans sont vraiment confrontés aujourd'hui aux impacts du changement climatique et ils n'ont pas d'autre choix que de réinterroger leurs pratiques. Et aujourd'hui, l'agroécologie, quand elle est bien accompagnée, quand les gens sont formés, ne fait pas vraiment... ne fait plus débat. Les paysans sont conscients que c'est des pratiques qui sont vraiment pertinentes pour répondre aux enjeux et aux problèmes qu'ils rencontrent. Surtout que ce ne sont pas des pratiques qui sont très très nouvelles, parce qu'ils n'avaient pas les engrais avant. Voilà, donc c'est un retour à un certain bon sens par rapport aux ressources qui sont disponibles. Bon, il y a aussi un aspect peut-être sur la fabrication d'engrais organiques ou des choses comme ça, où il y a peut-être un aspect nouveau. Mais c'est un retour à des pratiques qu'une génération avant, ils avaient, où il n'existait pas. Mais c'est perdu parce qu'il y a eu cette projection vers le modèle, vers la monoproduction, vers l'agriculture industrielle, vers les agriculteurs du Nord.
Et c'est un peu ce symbole. Voilà. La réussite, c'était ça, c'était d'avoir un tracteur et de pouvoir exporter. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, ces champions de l'agroécologie, justement, la formation des paysans, vous le voyez, vous, à travers les actions concrètes de vos partenaires, c'est uniquement former des bons techniciens ou c'est plus que ça? Alors, je pense que les paysans sont d'abord assez méfiants. Donc, ils n'ont pas envie qu'on les forme? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont prudents par rapport aux intervenants extérieurs qui vont leur dire comment il faut faire, alors qu'eux, ils savent quand même un peu ce qu'il faut faire. Sûr. Et donc, ces champions de l'agroécologie, c'est le meilleur moyen de convaincre les réticents, parce que les paysans, ils essayent, ils tentent beaucoup, ils font des paris. Et donc, s'ils voient que quelqu'un fait autre chose et que ça marche, c'est comme ça que ça va se répandre. Plutôt qu'un ingénieur agricole qui vienne leur expliquer ce qu'il faut faire. D'accord. Voilà. Donc, de toute façon, c'est eux qui ont un peu le savoir-faire en main. Mais est-ce qu'on parle que d'un aspect technique, être bon dans l'utilisation des outils, des pratiques, ou bien c'est former aussi plus largement un citoyen qui va aussi défendre ses droits? Alice Champsé, c'est aussi ça que font vos partenaires. Oui, tout à fait. C'est aussi que les paysans puissent comprendre dans quel système ils évoluent et que, en fait, c'est pas juste un enjeu de changement de pratique, mais un véritable changement de modèle, en fait. Et ça, c'est compliqué justement un petit peu à développer. Comment, voilà, très concrètement, ça se passe comment? On voyait ces accompagnateurs là au Rwanda, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à cette prise de conscience et qu'est-ce que ça apporte? Très concrètement, par exemple, aujourd'hui, au Mali, les partenaires avec lesquels nous travaillons, dans le cycle de formation des paysans, donc il n'y a pas qu'une formation sur les aspects techniques, il y a aussi des formations au niveau pour renforcer leurs droits, qui soient en mesure de revendiquer leurs droits d'accès à la terre, d'accès à l'eau, aux ressources naturelles, qui comprennent déjà aussi les législations pour qu'ils soient en mesure derrière de comprendre et de revendiquer leurs droits. Et puis il y a aussi une formation un peu plus théorique, un peu plus politique aussi sur quel genre de modèle agricole peut défendre le droit des paysans, peut répondre à leurs enjeux. Moi, j'ai entendu quelque chose de très intéressant là, de notre ami Jean-Baptiste. Tu as utilisé le mot expérience, expérimenté. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez fondamental. Je m'explique. Le mot biblique pour dire l'homme, c'est Adam, ça vient de Hadama, la terre. Ça a été transposé directement en latin. Le mot humus, c'est aussi le mot qu'a donné homme, humain. Il y a l'idée d'avoir une certaine humilité, c'est-à-dire que cette terre que nous avons là, et toutes les pratiques qu'on connaît, tout ce qu'on peut apprendre avec les formations, tout ça, ça s'expérimente sur le terrain, et que, en faisant les expérimentations, petit à petit, on apprend aussi comme ça. Et donc, c'est une démarche fondamentalement d'humilité et de dialogue. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est très biblique pour le coup. Voilà. Entre parenthèses, les pères jésuites, quand ils font leur formation, quand ils sont jeunes, au tout début, on les fait passer par ce qu'on appelle des expériments, justement. Va passer 4 mois dans une maison de retraite à t'occuper de personnes âgées. Et puis va faire, je sais pas quoi, un stage ouvrier pendant 4 mois. Et puis échange sur tout ça. Et puis voilà. Et c'est en expérimentant aussi et en dialoguant que les choses progressent. Alors j'imagine qu'il n'y a pas que les jésuites qui font ça. Oui, bien sûr. Non, mais le mot expériment est un peu un mot de chez eux. Un mot jésuite. Un mot alors, maison. Jean-Baptiste Cousin, il y a aussi cette question des changements climatiques qui prend de plus en plus de place. Voilà, comment est-ce que ça impacte l'agroécologie? Et j'imagine il faut s'adapter aussi. Ça impacte parce que d'abord, ils en ont entendu parler peut-être par nous, par la télévision, par la radio. Et puis maintenant, ce sont ceux qui le vivent le plus dans leur chair propre, ces changements climatiques. Ils voient bien que les choses sont déréglées, ils voient bien que les pluies arrivent plus tard, que la saison des pluies est plus courte. Et donc, ils voient bien que ce qui marchait avec leurs parents ne marche pas avec eux. Et ça, c'est dur, ça. Ça, c'est très, très dur. Ça, c'est très, très dur. Donc, il ne faut pas céder au découragement ou au fatalisme. Et il faut, à nouveau, se poser des questions, faire des essais, questionner la manière dont on a travaillé jusqu'à maintenant. Et ça, c'est assez compliqué. C'est une remise en cause permanente. Être paysan, que ce soit en France ou dans ces pays-là, c'est quelque chose d'assez dur. On n'a pas de sécurité. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait immédiatement, puisque
ça dépend des pluies, ça dépend de la température, tout ça. Et actuellement, c'est le niveau de stress des paysans, il est élevé parce que on voit pas ce qui se passe, ou plutôt on ne voit pas vers quoi on va. Hein, donc, il y a aussi les défis de déplacement des populations, hein, des populations qui vont vers les villes, qui cherchent aussi peut-être ailleurs, qui viennent en Europe, qui essaient de trouver d'autres moyens de vivre, puisqu'elles n'arrivent pas à vivre chez elles. Alors ça, c'est aussi évidemment tout un enjeu. Alice Champsé. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup en fait, il y a un vieillissement de la population rurale, notamment dans les pays du Maghreb, parce il n'y a pas de renouvellement. Parce que les jeunes ne veulent plus, voient leurs parents s'éreinter et avoir une baisse des rendements de la productivité agricole. Et donc, nous, on en voit plein en mission des agriculteurs qui disent mon fils ou ma fille ne veut pas reprendre ce travail-là, donc soit il part en ville. Et après, dans certains cas, oui, il y a des enjeux migratoires, mais oui, c'est un fort enjeu. D'où l'importance des alternatives. Au Sahel, c'est un peu la même chose. Alors au Sahel, pour le coup, la population elle est plutôt rajeunissante, mais c'est en ça que l'agroécologie elle apporte une vraie réponse, parce qu'en fait c'est une agriculture qui est quand même hautement intensive en travail et qui, en insufflant de la diversité dans les champs, dans les activités, est pourvoyeuse d'emplois. Et donc c'est énormément d'opportunités pour la création d'activités en amont, en aval de la production pour les jeunes. D'accord. Et donc, est-ce que les jeunes, du coup, se lancent dans ces filières-là ? Ça commence, on ne peut pas donner de vérité un peu absolue, mais il y a quand même aussi des freins à cette relève de la jeunesse, et dans les pays du Sahel, c'est notamment l'accès à la terre. Donc c'est aussi des aspects sur lesquels nos partenaires sont très engagés, au niveau local, au niveau politique, via des activités de plaidoyer, etc. Mais parce que sans accès à la terre, les jeunes ne pourront pas s'investir dans l'agriculture. Et là, il y a une compétition entre deux modèles qui ont besoin de la terre. L'un, le modèle agro-industriel, et l'autre, le modèle de l'agroécologie, de la petite paysannerie. Et là, ils sont vraiment en tension. Des intérêts contradictoires. On va parler justement aussi de cette question d'accès à la terre à travers ce second reportage. Après le constat, maintenant, on va aussi parler avec vous de solutions pour le développement de l'agriculture et notamment du rôle des chrétiens. Avec un autre exemple d'agroécologie en Afrique de l'Est, à Madagascar. Dans ce pays rural, 80% de la population vit dans les campagnes, mais depuis le début des années 70, l'État a délaissé l'agriculture. Conséquence, la productivité agricole reste faible, la pauvreté rurale importante, et le pays importe régulièrement des produits essentiels comme du riz, de la farine, du sucre ou encore de l'huile. Le développement de l'agriculture est donc un enjeu essentiel pour l'avenir du pays. Alors que vivent les paysans dans la brousse et quelles solutions se développent pour améliorer leur quotidien ? Voyez ce reportage. À plus de 70 ans, Marie-Angèle travaille encore chaque jour dans son champ. Elle y cultive des pommes de terre, des haricots, et quand vient la saison des pluies, le champ devient rizière. Dia namokatra dia azahoanay omby ankiroa ankitelo dia rehefa nonanay rehefa miditra ny septembre dia azoko midy le omby dia izay ro velomanay. Comme Marie-Angèle, la majorité de la population en brousse vit de l'agriculture. Mais ils ont en général à peine de quoi vivre et se nourrir. La principale raison, les terres sont aujourd'hui appauvries par des dizaines d'années de culture ultra-intensive. Amin'ny voalohany izy zany ohatra karazana ohatrany hoe manaitra be satria zava-baovao misy le produit tena aingana dia atelin'ny zava-maniry izy fa rehefa zatra an'iny le zava-maniry sahala amin'ny hoe ny tenan'ny olona zatra fanafodiana dia tsy anatsony dia iny na simba azy tsikely ankoatran'le produit manamafy ny tany dia tsy voasa loatra tsony. Résultat, les sols s'appauvrissent et les récoltes deviennent insuffisants. Beaucoup doivent travailler en plus comme ouvriers agricoles dans de grosses exploitations pour un salaire de misère, 75 centimes par jour environ.
Et ce n'est pas la seule chose qui met en difficulté les paysans. Dans ce bureau de la mairie, ces tas de formulaires sont autant de titres de propriété non réclamés par les fermiers. La parcelle, et ça c'est la parcelle. Mais la plupart des paysans sont analphabètes et fuient toute démarche administrative. Et ces titres coûtent de l'argent, 3 000 arriérés, une journée de salaire d'un ouvrier agricole. Le gens n'a pas ce certificat, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'avoir le terrain, parce que si on dit que c'était encore un terrain public. Et aussi, le très grave, c'est qu'il ne peut pas donner à ses enfants. Alors pour sortir de leur précarité administrative, mais surtout financière, certains tentent de trouver des solutions. Pour cultiver des tomates pendant l'hiver, j'ai réfléchi de faire des serres. Valentine, elle, a fondé une école. Ses enfants sont tous issus de familles de paysans. Chaque matin, ils viennent apprendre les bonnes pratiques pour travailler la terre. Grâce à ces jeunes, les paysans reviennent aux habitudes d'antan et rendent leur terre plus fertile. L'objectif, c'est de préparer une future génération. On donne des formations aux mineurs et si les parents acceptent d'envoyer leurs jeunes, ils consacrent une petite parcelle de leur terre où les jeunes peuvent faire de la pratique. Ici, dans les campagnes, l'église est aussi très investie et aide beaucoup la population. Les communautés religieuses ont toutes leur lopin de terre. Le père Blaise, lui-même fils d'agriculteur, vit Laudato aussi au quotidien. Notre défi, c'est aussi de faire des choses bio qui n'a pas des produits chimiques. En 3 ans, en utilisant du compost naturel et des engrais bio, il a multiplié le rendement de ce champ par 4. Un exemple pour les paysans des alentours qui travaillent avec lui. C'est la communion avec Dieu, c'est la communion avec les autres et c'est la communion avec la nature. Voilà, c'est une triple communion. Donc c'est pas seulement avoir une suffisance alimentaire pour la communauté ici à Madagascar, mais aussi pour apprendre aux gens ici de prendre soin de la terre, de cette terre que Dieu nous a donnée, qui est notre mère en fait. Petit à petit, que ce soit grâce à l'église ou par la formation des jeunes, les mentalités évoluent et les pratiques plus respectueuses de la nature se développent. Mais dans ces zones reculées où il n'y a ni eau courante ni électricité, les défis sont encore nombreux pour que les paysans puissent vivre dignement de leur travail. Alors, Père, on voyait ce prêtre qui expliquait un petit peu la démarche. Pourquoi est-ce que c'est devenu une priorité pour l'Église, l'agroécologie ? C'est ce que je disais au tout début, il y va de l'avenir de l'humanité, de la Terre, de l'univers lui-même, quelque part. Et donc, on est devant une crise majeure, et c'est important de retourner sur des fondamentaux pour ça. Et c'est ce que fait le pape. Voilà. Laudato Si, ça a encouragé les bonnes pratiques ? Entre autres. Entre autres, mais c'est tout un ensemble de choses. J'ai un peu envie de venir un peu à ce qu'on peut faire dans l'Église de France, en lien avec, parce qu'on va régulièrement travailler au Vatican, au Dicaster, pour le développement intégral qui suit ces questions-là, entre autres. Et vous voyez, par exemple, là, il va y avoir bientôt organisé à Châteauneuf-de-Galore, c'est l'Église de France qui organise ça, du 24 au 26 avril, des rencontres nationales du monde rural. Bon, on l'a appelé Terre d'Espérance 2020. Je ne suis pas chargé de l'organisation, donc je ne pourrais pas vous dire dans le détail comment ça va se passer, mais il y a cette idée aussi que le monde agricole a besoin de se retrouver, de réfléchir, y compris du point de vue chrétien, du point de vue de l'Évangile, de prendre du recul
Et donc, voilà, on va faire ce rassemblement bientôt. Voilà, un reportage qu'on a vu qui était en partenariat avec les missions étrangères de Paris. Jessica Pascal, on entendait parler de cette question justement de la propriété du terrain, qui est toute une situation complexe. Ça, voilà, c'est une préoccupation aussi dans la zone sahélienne d'avoir un titre. Il faut avoir un titre pour prouver qu'on est propriétaire ou pas. Comment ça marche ? L'accès au foncier, c'est une préoccupation, mais après, ça ne se matérialise pas forcément de la même manière, avec les mêmes enjeux. Les communautés paysannes, dans plusieurs pays du Sahel, ils ne sont pas forcément sur une revendication de titres fonciers individuels, mais plutôt sur la reconnaissance de droits fonciers collectifs pour les communautés, les villages. D'accord, c'est pas individuel. Pas forcément, enfin voilà. D'accord, mais sans titre, est-ce que ces communautés, elles peuvent faire prévaloir des droits si elles sont menacées d'expropriation, s'il y a une grosse multinationale qui arrive pour faire de l'extraction minière, par exemple? Voilà, qu'est-ce qu'elles font? C'est un combat. Aujourd'hui, par exemple, au Mali, des décennies d'engagement des organisations paysannes a abouti à des modifications de la loi qui est en attente de promulgation. Mais donc, voilà, l'enjeu, c'est vraiment de faire reconnaître le droit des communautés sur ces terres et d'instaurer, ce qui n'est pas toujours le cas, et de pouvoir instaurer aussi au niveau des communautés, des villages, des instances de régulation, de médiation des conflits, pour que les communautés paysannes aient des moyens de recours. Ça, c'est un des grands enjeux d'aujourd'hui, non? Oui, surtout que ce droit de propriété, il est parlant pour nous, mais il n'est pas universel pour la majorité des communautés avec lesquelles on travaille. Elles reconnaissent un droit d'utiliser, d'usufruit. Oui. Mais ça ne veut pas dire parce qu'elle l'utilise que c'est à elle, parce que la terre, c'est à personne, c'est à tout le monde, puisqu'on dit que c'est la mère ou que c'est la terre-mère. Il y a un rapport culturel aussi. Voilà, ou alors c'est à l'ensemble de la communauté. Mais cette histoire de propriété de terre, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas automatique, où les systèmes sont plutôt des systèmes soit collectifs, soit des systèmes où je l'utilise un moment pendant mon existence, mais ensuite je la cède à quelqu'un d'autre qui en aura besoin. D'accord. Et c'est vrai que par rapport à ça, les schémas des gouvernements qui veulent du foncier pour faire de l'extractivisme, pour faire de la culture de soja, des choses comme ça, eh bien, mettent un autre système, un système plus occidental, où là, les paysans, ils n'y comprennent rien, ils se font avoir et ils se font déposséder. Ali Chamsé, c'est pareil aussi dans le Maghreb? Oui, après, en Tunisie, il y a une loi qui interdit l'achat de terres aux étrangers. Il y a eu une tentative de revenir sur cette loi, mais finalement, ça n'est pas passé. Mais oui, le foncier reste un enjeu. Mais c'est là qu'on voit aussi l'importance du droit, et c'est ce que disait Jessica aussi. On a besoin de sécurité au niveau juridique pour garantir l'accès au foncier pour les paysans. Et ça fait partie du travail du CCFD? Oui, nous, on a un partenaire qui a fait du plaidoyer auprès des députés de l'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie pour que la loi reste telle qu'elle et que les terres ne puissent pas être achetées par des étrangers en Tunisie. Ça donne des résultats concrets. Voilà, vous voyez des choses bouger là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on entend. On entendait ça aussi avec le synode sur l'Amazonie, la question du droit à la terre et puis d'expropriation de peuples indigènes qui se font évacuer aussi de certaines zones. C'est compliqué cette question-là. Oui, on a tendance plutôt peut-être à mettre en valeur les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles et insister parce qu'on met les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quand même des tas de gens qui arrivent à subvenir de leurs besoins et à produire et à vivre sur leur territoire. On dit quand même que les 3/4 des populations agricoles vivent dans l'extrême pauvreté, la faim. Oui, mais par exemple, la question de la faim, alors, vous donniez des éléments bibliques. Le directeur du programme alimentaire mondial, il dit que 80% des problèmes de la faim dans le monde, c'est lié à des conflits. Et si on règle les conflits politiques, on règle 80% des problèmes de la faim. C'est votre grille de lecture aussi? Moi, je pense qu'effectivement, je veux dire, c'est un problème de répartition des richesses, c'est un problème de répartition du foncier, c'est un problème de répartition des ressources. Et donc, c'est un problème, c'est pas technique comme problème, c'est un problème très politique. D'où la nécessité du dialogue, ce dont vous parliez, Père. Ouais, moi, ça me fait penser beaucoup de choses, tout ce que vous dites. Alors, une des premières, c'est que nous sommes habitués, nous, en France, à raisonner avec un droit qui nous vient du monde latin, qui est que le droit de propriété, c'est usus, fructus et abusus. Donc, l'usage, la perception des fruits et le pouvoir en abuser, ou même le transmettre à d'autres.
ce rapport à la terre qui est inscrit dans nos civilisations à nous n'est pas le même du tout dans d'autres civilisations. Le pape a insisté beaucoup pour que ce qui se passe en Amazonie et le rapport à la terre, on l'entende aussi, pour enrichir aussi. Comment ça peut nous rejoindre? On se dit que c'est des réalités très différentes. Voilà, et je voudrais ajouter encore, parce que je suis bibliste, alors je vais faire mon boulot de bibliste. Dans la Bible, on va vous dire facilement, mais la terre, elle est à Dieu. Elle est à Dieu. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous est donné, mis à disposition. Et donc, il y a une espèce de destination universelle des biens. C'est un principe de la doctrine sociale de l'Église. Hein. Et que donc, le droit de propriété, il a des limites aussi. À la fois, il est fondamental, parce qu'il faut qu'on puisse vivre sur quelque chose qu'on a en propre, tout simplement. L'homme, il a besoin d'être sur un territoire. Il ne peut pas être autrement. Hein. Il est incarné. Et en même temps... on ne peut pas faire n'importe quoi, et il y a aussi le rapport entre les générations, quoi. C'est-à-dire que si moi j'exploite ma terre de telle manière qu'elle est à peu près bousillée pour 4 ou 5 ou 8 ou 10 générations, ça, l'Église ne peut pas être d'accord avec ça. Elle ne peut pas être d'accord sur des fonctionnements de ce genre-là. Et donc le pape nous dit, regardez ce qui se passe en Amazonie, on a beaucoup à apprendre aussi les uns des autres. Il appelle ça, c'est pas seulement les histoires d'inculturation, mais d'interculturalité, hein, nous dit le synode sur l'Amazonie, c'est-à-dire... Dans chaque culture, il y a des belles valeurs et il faut aller les repérer. Et elles peuvent avoir des éléments évangéliques forts, chacune de ces cultures-là. Et c'est en les mettant en dialogue qu'on peut avancer. Voilà. On peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre des pays du Sud? Voilà, de toute façon, on est tous interconnectés, j'allais dire. Jean-Baptiste Cousin, de ce qu'on a vu dans ces reportages en Afrique, ça vient nous rejoindre aussi. Notre destin est lié, notre destin est commun. Si on voit les questions d'environnement, même les questions de terrorisme, les questions de migration, on voit bien qu'on ne peut pas les régler, je ne parle pas du coronavirus, on ne peut pas les régler en fermant nos frontières ou en se repliant sur nous-mêmes. Donc notre destin est lié et on doit construire avec les autres humains les solutions à nos problèmes. Et surtout pas se replier sur nous-mêmes en pensant qu'on va s'en sortir. Mais est-ce que l'agroécologie, on se dit, mais ça paraît un joli rêve, est-ce que ça peut nourrir toute la planète? Parce qu'on voit souvent que c'est des projets quand même assez à échelle locale, voire régionale, face à des États mastodontes qui vont dans l'agriculture intensive à tout crin depuis pas mal de décennies. Un jour, ça peut renverser Est-ce que l'agroécologie peut nourrir l'Europe? La réponse est oui. Simplement, il faut qu'on change notre manière de manger et notre manière de produire. Bon, mais oui, c'est possible. Il y a un scénario qui a été construit par un certain nombre d'organismes scientifiques qui prévoit ce qu'il faut faire d'ici 10 ans, 20 ans pour que l'agroécologie puisse nourrir l'Europe. Est-ce que ça peut nourrir aussi le reste de la planète? Parce que c'est pas que l'Europe. Bon, là, c'est un travail où il y a des moyens pour que des tas de centres scientifiques se soient mis au travail et étudiés, mais moi, je ne doute pas que cela puisse être élargi à d'autres parties du monde. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu commencé, tout ça? C'est un peu commencé. On a déjà commencé. Il y a voilà, dans certaines zones, même y compris en France, dans certains endroits, il y a au moins des amorces. Une réflexion aussi sur les circuits courts. Enfin, voilà, je pense que c'est juste pour mettre une petite note d'optimisme. Oui. Il y a aussi la croissance démographique exponentielle. Alors, ça pose d'autres questions. Alice, je vous vois... On va dire la même chose, mais en fait, oui, on produit de toute façon déjà largement assez actuellement. Et comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est une question d'accès à la nourriture aujourd'hui. C'est une question de répartition. Et il y a des grands agronomes qui disent qu'on pourra très bien nourrir 10 milliards d'habitants avec l'agroécologie. Et en fait, c'est même une nécessité. Oui, je ne peux que souscrire à ce que dit Alice. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 820 millions de personnes qui sont en sous-alimentation, mais il y a aussi 650 millions de personnes qui sont en situation d'obésité. Ouais. Donc, et comme le dit Alice, en fait, on produit suffisamment de nourriture aujourd'hui. On produit pour nourrir toute la planète. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, je crois que pour nourrir correctement une personne, il faut environ 220 kg de céréales par personne par an. Et on en produit en moyenne 330. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. C'est une question de mode de consommation, de réformer les systèmes alimentaires, de reterritorialiser les échanges et de travailler sur la diversification des revenus, l'augmentation des revenus des plus pauvres pour qu'ils aient accès à une nourriture saine. Et il y a aussi un enjeu, non seulement de nourrir, mais de nourrir comment? De nourrir sainement, d'avoir des régimes alimentaires qui sont sains, qui sont thérapeutiques
Et aujourd'hui, c'est quand même une vraie question. Et puis, il y a aussi la cherté de ces produits. Hein. Quand on dit qu'il faut manger des choses naturelles, etc., c'est des circuits qui coûtent cher quand même. Oui, c'est sûr que... Mais le passage à l'échelle de ce genre de pratique permettra aussi de démocratiser l'accès à cette nourriture. Mais là aussi, les pouvoirs publics ont un vrai rôle à jouer. Aujourd'hui, par exemple, dans les pays sahéliens, les États subventionnent les intrants chimiques. Pourquoi on ne subventionnerait pas plutôt les intrants organiques pour faire baisser les coûts de production et aussi rendre davantage visibles toutes les externalités négatives de l'agriculture industrielle? Parce que certes, la nourriture n'est pas chère, mais en fait, dedans, on ne comptabilise pas la pollution du sol, la pollution des eaux, le coût sur notre santé. Donc en fait, il y a énormément de coûts cachés. Bon, alors est-ce qu'il y a des États qui commencent à bouger un peu, là, qui entendent tout ça? Je pense qu'il y a des États qui ont bougé avant nous. Hein. Je veux dire, au Brésil, il y a 15 ans, il y a eu une loi qui est passée qui prévoyait que la nourriture des cantines scolaires devait provenir à 20% de l'agriculture des paysans de la région. Nous, il y a seulement dans la loi alimentation qui est passée il y a 3 ou 4 ans, on a mis ça dans la loi, et encore... avant qu'elle devienne opérante, enfin moi dans la cantine de mes enfants c'est pas encore le cas. Chez moi non plus. Non, mais là maintenant dans l'école on commence à faire un potager et un verger et les enfants vont semer et vont produire de la nourriture qu'ils vont récupérer dans l'année. Ça il y a 10 ans c'était incroyable, c'était totalement inaudible. Ça part un peu du terrain ça, mais au-dessus, au sommet, est-ce que ça bouge un peu? Alice Chourpsé. C'est difficile. Hein. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que l'État tunisien et l'État marocain favorisent l'agroécologie et pas l'agrobusiness, mais on voit quand même au niveau par exemple des provinces, au niveau local, parfois au niveau des universités publiques, des masters agroécologiques qui se mettent en place. En Tunisie, on a un partenaire, l'Association tunisienne de permaculture, qui va former les ingénieurs agronomes dans le cadre d'un établissement public, l'Agence de vulgarisation et de formation agricole. Et ça, qui est lié au ministère de l'Agriculture. Donc il y a quand même des choses qui bougent et on espère que ça continuera comme ça. Alors Père, nous les chrétiens, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi on est invité à bouger? Avant de vous répondre, je pensais à une petite chose en vous écoutant les uns et les autres. Il me semble qu'il y a un aspect qu'il faudrait qu'on mette en avant. Il est dans le dossier du CCFD là, pour le carême. Quand vous lisez le livre de la Genèse, il y a un moment, on explique la dignité de l'homme, il est créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Il est marqué que Dieu ait créé Adam, donc un humain, hein. Et puis là, juste après, on dit il les créa. Donc d'un seul coup, le Adam, l'humain tout seul apparemment, hein, il devient pluriel, il les créa, et il les créa mâle et femelle. Et c'est à ce moment-là qu'est donnée la responsabilité de la terre, qu'on traduit souvent très mal en disant dominer, hein, tu domineras sur le poisson de la mer, la bête qui rampe sur la terre, etc., parce qu'on aime bien décrire en hébreu. Hein. C'est au moment précisément où est confiée la responsabilité à l'humain d'avoir cette place dans l'univers, qu'on dit il est humanité mâle, humanité femelle. Et je crois que c'est très important, cet enjeu-là. Cette idée d'égalité homme-femme. C'est pas seulement l'égalité, il faut une espèce de symphonie des deux pour que ça fonctionne bien. Et on voit bien que dans un certain nombre de cas, quand c'est trop les mâles qui s'occupent d'agriculture, ça fonctionne pas forcément toujours très bien, enfin, etc. On pourrait prendre pas mal d'exemples. Les femmes, elles sont aussi pas mal en première ligne. Oui, dans les campagnes. Mais bien sûr, voilà. Donc ça, c'était un petit aspect que je voulais glisser là, qui est important. Dans l'Église de France, vous savez qu'on a décidé, enfin les évêques ont décidé de se donner un programme sur 3 ans, qui est axé sur le Laudato Si. Hein. Et donc, je peux vous donner une idée, par exemple, pour mars-avril 2020, c'est tout proche là. Hein. Sauf s'il y a des problèmes de coronavirus, on sera obligé de déplacer l'Assemblée des évêques peut-être en juillet, mais voilà, c'est sur le thème des agriculteurs, de l'agriculture et de la question écologique. En novembre 2020, c'est sur la pauvreté, la solidarité, les questions sociales liées à la question écologique. En avril 2021, c'est énergie, industrie, question écologique. En novembre 2021, c'est écologie de la personne humaine.
etc. Vous voyez, on s'est donné un programme sur 3 ans là-dessus. Et en même temps, vous savez que les communautés chrétiennes, on les invite à rejoindre le label Église verte. Hein, voilà. Et d'autre part, nous, à Justice et Paix, on a créé un groupe de travail sur les questions, ce que le pape appelle la culture du déchet. Et quand on a expliqué à Rome, là, je reviens de Rome, qu'on mettait en route un groupe de travail là-dessus, à Rome, ils nous ont dit foncez là-dessus, personne ne travaille là-dessus, et c'est super important pour nous aussi. Ça aussi, ça fait partie de l'agroécologie. Hein. Et alors concrètement, les chrétiens, ils sont appelés à quoi? En quoi c'est un enjeu pour eux d'être vraiment des acteurs sur cette question-là et comment? Alors comment? Donc il y a ce label Église verte qui est décliné au niveau des communautés chrétiennes. Les abbayes sont très engagées, certains mouvements. Maintenant, on doit arriver vers 500 paroisses et ça continue de monter régulièrement. Mais on décline aussi, on est en train de préparer un label Église verte pour les familles. Alors, on connaît des familles qui s'appellent des familles zéro déchet, compagnie, etc. Mais aussi pour les entreprises. On est en train de décliner ce label petit à petit et d'élargir le champ. Et je vois bien que dans les pays autour, ils sont tout à fait intéressés par ce qu'on est en train de faire. Mais les autres ont commencé aussi. Hein. Je veux dire, les Anglais, les Suisses, etc. Il n'y a pas très longtemps, Elena est allée plancher devant les évêques d'Espagne. Il y a des échanges aussi entre les pays là, sur nos pratiques, les idées qu'on a envie de mettre en avant, voilà. Du concret, du terrain, en fait, c'est ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on agisse chacun là où nous sommes, c'est bien ça? Pour terminer. C'est notre karma, pourrait-on dire, si on prenait un dialogue interreligieux. C'est ce qu'on fait, c'est notre raison d'être aussi. Oui, au niveau local, et avec des échanges qui sont souvent riches. Et d'ailleurs, mettre un agriculteur de France avec un agriculteur du Mali, avec un agriculteur de Tunisie, en fait, ça donne toujours lieu à des échanges très riches parce qu'il y a ils se retrouvent sur des pratiques. Enfin, je dis agriculteur, mais aussi agricultrice. Et donc, oui, agir au niveau local, mais en utilisant aussi les liens qui peuvent nous unir. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir rejoints. Je rappelle que le CCFD, la mission du CCFD Terre Solidaire, c'est de mobiliser les chrétiens en France durant le carême. Alors pour soutenir ces projets, une quête aura lieu dimanche 29 mars dans toutes les paroisses. Et d'ici là, très bon chemin vers Pâques. Très belle soirée sur KTO. À bientôt.